Vous écoutez les balados de l'Étang. Les balados de l'Étang présentent La passion de la francophonie, 3 générations de la famille Chevrier, épisode 3, Bernard Chevrier. Entrevue avec Bernard Chevrier, animé par Mario Gagnon. Maintenant que nous avons parlé de votre grand-père, de votre père, j'aimerais en savoir un peu plus de vous. La première fois que vous avez rencontré M. Chevrier, ça a été, je crois, en 2020, au gala du Temple de la Renommée, où ce que vous avez été intronisé dans le Temple de la Renommée des Arts de Cornwall. Mais pourriez-vous me parler un peu de votre enfance, où ce que vous avez grandi? Ben, je suis de Cornwall. Je suis né à Cornwall. J'ai passé les premiers 12-13 années de ma vie ici. J'allais justement à l'école de la Nativité, juste à côté d'ici, où j'ai fait mon école primaire. Et ensuite, je me suis dirigé, comme mon père avant moi, à Ottawa pour mes études secondaires au Collège des Oblats de Marie-Immaculée. Et j'ai continué là pour obtenir mon baccalauréat, 4 années additionnelles. Et ensuite, je suis allé à Québec, à Laval, pour faire une spécialisation en histoire. Et de là, bon, je suis immédiatement, je me suis embauché ou j'ai eu une offre d'emploi avec le gouvernement, l'administration fédérale que j'ai acceptée. Et mes 30 années ont été une carrière au sein de l'administration fédérale, où j'ai été embauché dans 3 différents ministères et une agence. Donc, 30 ans, rien de très particulier à raconter, de passionnant. C'était un parcours normal comme administrateur dans une fonction publique fédérale, quoi. Peut-être les 10 années où j'ai passé avec l'Agence canadienne de développement international, où je voyageais énormément à visiter nos projets que nous avions en Afrique orientale et en Afrique francophone. Et puis j'ai été posté en Afrique orientale, en Afrique du Commonwealth, qu'ils appelaient à l'époque, pendant 2 ans pour superviser notre programme de développement en Zambie et également au Malawi. Ça a été, pour moi, je pense, ça a été parmi les années les plus productives, les plus intéressantes de ma carrière. D'avoir, enfin, mes patrons étaient au Canada et j'étais presque le maître à bord. Je prenais des décisions. Bon, enfin, j'avais un haut commissaire qui était sur place à Lusaka, en Zambie, avec moi. Mais il n'était pas spécialiste des questions de développement international. Donc, il me donnait presque toute la liberté de prendre des décisions en ce qui concerne ce secteur-là des activités que nous avions à l'étranger à l'époque. C'est une très, très belle position, c'était vers la fin de votre carrière, comme vous dites. Mais vous avez parlé aussi que vous étiez historien. Ça fait que ça m'arrive à me poser un peu une autre question. Je sais que vous avez écrit plusieurs livres. Et puis c'est justement pour ça que vous avez reçu dans le Temple de la Renommée. C'est pour vous comme écrivain. Vous avez écrit 2 biographies de votre père Lionel Chevrier. Vous avez écrit 2 romans fictifs, Le destin d'Antoine Brûlé, et puis 2 livres sur l'évolution de la communauté francophone à Cornwall. Puis je sais qu'aujourd'hui encore, vous soumettez encore vos articles à la revue Le Chaînon. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a développé l'intérêt de l'écriture? Vous étiez, comme vous disiez, un administrateur fédéral, mais où est-ce que vous avez pris le goût d'écrire? Ça date de très longtemps, en fait. J'étais j'avais presque terminé mes études universitaires et je commençais dans l'administration fédérale et j'écrivais des articles à ce moment-là,
D'ailleurs, j'avais écrit un article d'un projet que j'avais soumis pour l'obtention de mon diplôme universitaire à Laval. J'avais utilisé cet article, ce projet-là pour écrire un article qui avait été publié dans une revue francophone. Donc, j'ai commencé très, très tôt à m'intéresser à l'écriture. Je n'écrivais pas de livres à l'époque, mais j'écrivais des articles dans des revues spécialisées d'histoire, de sciences politiques, de relations internationales et de développement international. Donc, très tôt dans ma carrière. Mais mon intérêt et ma passion, si je peux dire presque, est venue une fois que j'ai quitté la fonction publique. Là, vraiment, je me suis lancé dans la recherche et l'écriture et la publication de quelques volumes. Et c'est venu de façon naturelle parce que je m'intéressais, comme je vous ai dit, avec mon père, j'avais une excellente relation et je croyais qu'une biographie à son égard était importante parce que ce qu'il avait accompli durant sa carrière était impressionnant. Et donc, il avait été ministre à 2 reprises, président de la voie maritime, haut-commissaire du Canada en Grande-Bretagne, commissaire général des visites d'État à l'Exposition internationale de Montréal en 1977. Ensuite, 2 missions à l'étranger, dont une en Afrique francophone, l'autre aux États-Unis. Donc, je croyais que c'était une vie qu'il fallait la peine d'être écrite. Alors, c'est comme ça. Et puis, j'avais toute la recherche à ma disposition à Ottawa, aux Archives nationales. J'avais des boîtes et des dossiers complets. Et des photographies, quelques belles photographies. Et également, j'ai réussi à interviewer des personnes qui avaient connu mon père. Et donc, ça a été utile pour préparer et le premier et le deuxième volume. C'est beau à voir parce que, comme on dit, vous avez des intérêts, comme on dit, vous étudiez en histoire, vous aimiez écrire, et puis aussi, je vois que vous avez une très grande estime de votre père, puis vous voulez que son histoire reste, puis vous avez écrit 2 belles biographies sur lui. C'est vraiment, puis là, maintenant, j'ai lu un peu de votre volume, j'ai trouvé ça intéressant à lire, puis je vais encourager, bien sûr, les gens qui veulent en savoir plus à aller lire. Il y a un autre aussi, c'est un peu curieux aussi, vous avez écrit aussi 2 fictions. Antoine Brûlé, mais si je me rappelle bien, c'était le nom de quelqu'un dans votre famille, Brûlé. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Il y a un lien superficiel, parce qu'il n'y a pas de lien direct, dans ce sens que je voulais un peu raconter l'histoire d'Antoine Chevrier, mais c'est de la fiction, c'est du roman. Donc, il fallait que je trouve un nom qui n'était pas directement relié à ma famille. Donc, j'ai pris le nom de ma mère, qui est moins connu, disons, dans l'entourage politique ou diplomatique de l'époque. Donc, mais il y a un peu d'autobiographie dans ces volumes-là sur le destin d'Antoine Brûlé. Et parce qu'Antoine Brûlé, il va prendre en charge l'entreprise de son père, qui était l'entreprise de son grand-père, qui était le magasin général sur la rue Pitacor-Nord, l'entreprise qui était en train de faire faillite, et on lui demande de revenir de l'étranger, de son poste à l'étranger, pour prendre charge de cette entreprise. Il revient, il la met financièrement en bonne situation, et comme son grand-père, lui aussi, il va se lancer en politique municipale. Il va devenir maire de la ville de Cornwall, comme son grand-père avant lui. Okay. Et de là, il va éventuellement se lancer en politique quand le premier volume se termine avec un appel téléphonique du premier ministre à Ottawa qui lui demande de se présenter à une élection fédérale. Alors, ça ressemble un peu à une histoire que vous avez contée il n'y a pas longtemps, dans une autre entrevue. Je peux comprendre un peu pourquoi la motivation de ces livres-là, c'est très intéressant. Voilà. Mais n'en dites pas plus parce que j'aimerais bien le lire. Je ne l'ai pas lu encore. Et puis peut-être que nos auditeurs voudraient aller lire ces livres-là. Bon. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis il y en a un autre aussi, notre série. Vous avez écrit 2 volumes sur le développement de la francophonie à Cornwall. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ces deux livres-là? Puis ce que j'aime bien de vos livres,
pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, il n'est pas épais, mais tu en apprends beaucoup. Fait que c'était quoi votre motivation d'écrire ces deux livres? Enfin, le premier livre est un condensé de ce qui se retrouve dans le deuxième livre. Okay. Enfin, le deuxième livre, quant à moi, est le plus important des deux. Mais l'intérêt, en fait, il date de très longtemps, je songeais à écrire sur Cornwall français. Parce qu'à chaque fois que je venais visiter mes parents, à la campagne, ils avaient leur chalet le long du fleuve Saint-Laurent, pas loin de Lancaster, à l'est de la ville. Et je m'arrêtais toujours à Cornwall. Et j'étais surpris de voir qu'il y avait encore quand même 25% de la population de Cornwall qui était francophone. Et je trouvais ça quand même très intéressant et même surprenant de voir que dans un océan baigné d'anglophones, tu as cette communauté qui réussit à s'épanouir, non pas seulement à survivre, mais à vivre et à rayonner quasi dans plusieurs secteurs d'activité. Et en même temps, j'étais abonné à la revue Le Chaînon, qui est une revue d'histoire et de généalogie de l'Ontario français. Donc, je lisais Le Chaînon régulièrement et je voyais des articles sur la francophonie dans la région de Prescott-Russell, dans la région de Windsor, ou même à Toronto, à Ottawa. Puis je voyais absolument rien écrit sur Cornwall. Puis c'est pas correct, quand même. Voici un bastion de francophones qui habitent une région. Alors, c'est là où je me suis mis à écrire des articles sur Cornwall à partir de l'arrivée des premiers habitants à la fin du 19e, au milieu du 19e siècle, jusqu'en 2018. Et j'ai mis ensemble tous ces articles-là, et c'est ce qui a donné le livre Cornwall français. Puis ce que je trouve intéressant de tout ça, c'est que c'est un peu une leçon d'histoire, mais en même temps, vous parlez de gens qu'on reconnaît. J'ai reconnu des noms en le lisant. J'ai reconnu des endroits en le lisant. J'ai reconnu des organismes d'aujourd'hui. C'est vraiment, en même temps, c'est personnalisé à nous, Cornwall, les gens de Cornwall. Puis un peu comme votre grand-père, votre père, on est des combattants. On continue à être fiers. Fait que ça donne comme une autre vie à notre histoire, puis vous l'avez personnalisé. C'est vraiment, là, un gros merci pour ça. Et puis, je me demande un peu, pourriez-vous dire un peu où est-ce qu'on peut s'y procurer, ce livre-là? Enfin, on a la bibliothèque publique à Cornwall, où à chaque fois que je publie un livre, j'en envoyais une copie. Alors, ils ont dans leur bibliothèque même les livres qui ne sont pas en démonstration, que vous n'avez pas ici sur la table, ils sont à la bibliothèque. Parce que j'ai écrit quand même un livre, le seul livre que j'ai écrit en anglais, Tales of Courage, Stories from Southeastern Ontario, et qui raconte l'histoire des personnalités importantes qui ont vécu à Cornwall, ou qui sont nées dans la région, qui ont fait des choses intéressantes pour Cornwall et sa région. Comme par exemple Jules Léger, qui a été gouverneur général du Canada dans les années 70. Les gens ne savent pas que Jules Léger a habité Lancaster durant sa jeunesse pendant 3 ans. Il a été à l'école primaire à Lancaster en anglais. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Puis il me disait, oui, tu es de Cornwall, oui. Alors, il me raconte qu'il avait été à Lancaster. Et ici, aujourd'hui, disait-il, si je parle correctement l'anglais, et les Québécois, habituellement, quand ils arrivent à Ottawa, en Ontario, leur anglais est plutôt... c'est plutôt du baragouinage, quoi. Oui, je peux comprendre. Aussi, c'est mon cas. Je suis arrivé du Québec il y a 30 ans. Maintenant, en Ontario, ça fait que je dis que mon accent, c'est ma fierté francophone. Voilà. Alors, c'est ça. J'ai écrit... c'est comme ça que je me suis intéressé
à ces livres-là. Et puis, Puis je vois que vous avez tout de même une attache à Cornwall, puis encore aujourd'hui. mais pour trouver je pense qu'il n'y a peu de bibliothèques aujourd'hui, du moins dans la région. Malheureusement, il n'y a pas de bibliothèque à Cornwall. Pardon, de librairie à Cornwall. Okay. Donc, ça procurerait des livres sur le marché. Je pense qu'il faut aller sur Internet et là, on tape ces livres-là et puis on te donne les endroits où tu peux les obtenir. Et heureusement, ici, on peut les avoir disponibles à notre bibliothèque publique. Oui. Et puis, moi, j'en ai, vous les voyez sur la table. Là, c'est quand je sais que vous venez venir une visite, je suis allé voir, puis j'ai découvert l'histoire de personnages de ma ville adoptive, en fait, parce que moi, je suis un franco-ontarien par adoption. Et puis, ça me donne une passion puis une fierté. Mais puis je vois encore votre fierté puis votre attachement, parce que vous êtes parti d'Ottawa ce matin venir nous voir. Oui. Bon, ben, merci d'avoir partagé avec nous vos souvenirs de votre famille et surtout votre passion pour notre belle francophonie. Merci pour vos publications qui préservent quelques chapitres de notre belle culture franco-ontarienne. Merci à l'équipe des bénévoles des Balados de l'Étang et du Centre Charles-Émile Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagéiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.